Bonjour à tous et bienvenue sur Échange climatique. Elle était relativement inconnue du grand public avant que le journal Le Monde en fasse récemment sa une. Pourtant, l'anthroposophie se retrouve dans des domaines aussi variés que l'éducation, la médecine, l'agriculture, les cosmétiques ou encore le secteur bancaire. Philosophie pour les adeptes, courant ésotérique pour d'autres. Si on ne manquera pas dans une première partie de voir tout ça en détail, ce qui nous intéressera en deuxième partie, c'est bien sûr les liens avec l'écologie, notamment à travers la biodynamie. Le but de cet épisode est de savoir pourquoi l'anthroposophie s'immisce dans l'écologie et de définir, dans la mesure du possible, le périmètre de cette influence. C'est important d'une part pour comprendre le monde qui nous entoure, car l'anthroposophie est, à des degrés différents certes, mais bien présente dans nos vies, même si on ne le sait pas, mais aussi pour des raisons très pratiques, comme de répondre à des questions que vous vous posez peut-être, comme est-ce que la nef c'est mieux que la BNP, ou est-ce que Biocop c'est mieux que Carrefour. Cela dépend bien sûr de vos valeurs, mais il y a des choses à savoir pour pouvoir faire un choix éclairé. Pour en parler, Grégoire Perra, professeur de philosophie au lycée, il a passé 30 ans dans des écoles Steiner-Waldorf en tant qu'élève d'abord, puis professeur ensuite. Depuis, il dénonce les dérives qu'il a pu observer à travers son blog, son compte Twitter ou des interviews comme celle-ci. Bonjour Grégoire Perra. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans Échange climatique. Qu'est-ce que l'anthroposophie selon les anthroposophes ? C'est la vérité, c'est la révélation par les dieux du cosmos à Rudolf Steiner des ultimes secrets de l'univers et des moyens de conduire sa vie dans tous les domaines de l'existence, l'éducation, l'alimentation, la médecine, l'habillement, les arts, etc. C'est une doctrine qui prétend, pour les anthroposophes, avoir la solution à tout parce que elle offrirait un moyen de connaître les vérités ultimes du cosmos, de l'univers, de l'existence. Et donc à partir de ces vérités, on pourrait résoudre absolument toutes les questions pratiques de la vie. D'accord. Et selon vous ? Pour moi, Rudolf Steiner est quelqu'un qui avait une volonté, un but, un objectif. Et ce but, c'était d'annihiler les effets, les conséquences des découvertes scientifiques qui sont apparues au XVe siècle et qui n'ont cessé de se développer depuis avec des applications pratiques et techniques. Et Rudolf Steiner était contre. Pour lui, le mode de vie adéquat de l'être humain, c'était celui qu'on avait au Moyen-Âge, c'est-à-dire un mode de vie communautaire, religieux, et soumis à une autorité spirituelle. Et il a inventé donc pour anéantir la science et ses effets, la technique, il a inventé une science de l'esprit, c'est-à-dire une autre science, qui prétend élargir et approfondir les domaines de la science, mais en fait qui va en contradiction avec ceci. Et vous parliez tout à l'heure de la science du XVe siècle. Est-ce que vous avez des exemples concrets sur lesquels il voudrait revenir ? Alors ça, c'est pas la science, mais je vais le citer quand même en premier, c'est la philosophie de Descartes. La première chose contre laquelle lutte Rudolf Steiner, c'est Descartes. Et notamment l'affirmation de Descartes selon laquelle nous produisons notre pensée. Ça a l'air tout bête, ça a l'air d'être un point philosophique un peu précis, mais ça mérite de s'y attarder. Avant Descartes, qu'est-ce que c'était la pensée ? Qu'est-ce que c'était les idées ? C'était, pour une grande partie de la tradition philosophique occidentale, les idées, les pensées, c'était des choses qui préexistaient. C'était pas des choses que nous produisions. C'était des choses qui existaient en soi,
dans un monde spirituel, et penser, réfléchir, c'était seulement les percevoir, les capter, les contempler. Avec Descartes et son fameux « je pense donc je suis », on est passé à autre chose. On est passé à, mais en fait, c'est l'homme qui produit les pensées. C'est le cerveau humain, l'esprit humain en tout cas. On n'a pas besoin de penser que c'est le cerveau qui produit les pensées pour comprendre Descartes. En tout cas, c'est l'esprit humain qui produit les pensées. Il y a Descartes, il y a Locke aussi qui va dans ce sens, le philosophe John Locke. Et ça, pour Rudolf Steiner, c'est insupportable. L'homme ne produit pas les pensées, il les contemple, elles existent en elles-mêmes, et c'est toute une attitude qui va avec ça. Parce que si nous ne sommes pas les producteurs de nos pensées, mais des contemplateurs, des découvreurs, et non pas des inventeurs... Qui les produit ? Dieu. Ça existe en soi dans le monde spirituel depuis toujours. Pour moi, c'est quelque chose qui va avec une grande passivité de l'être humain, qui était aussi une forme de passivité qu'il y avait au Moyen-Âge. Et c'est contre cela que, principalement, premièrement, que s'oppose Steiner. Ça va aussi avec la définition du moi, du sujet. Avec Descartes, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est que l'être humain est une conscience de soi, qu'il se définit en tant qu'individu, en tant qu'individu libre, parce qu'il a une conscience de lui-même. C'est ce qui a permis les Lumières, la Révolution française, un nouveau mode d'organisation sociale républicain, démocratique. Mais si on refuse ça, évidemment que le mode de vie sociale, l'organisation de la sphère sociale va être différente. Et c'est bien ce qui se passe aussi avec l'anthroposophie. L'anthroposophie a un projet de société qui s'appelle la tripartition sociale. La tripartition sociale, c'est un mode de vie, un mode d'organisation sociale qui est totalement à l'opposé des valeurs des Lumières. Et il faut savoir ça parce que quand on consomme de la biodynamie, quand on achète des produits Velleda, quand on adhère à l'anthroposophie directement ou indirectement, quelque part, on adhère, ou en tout cas on porte un projet de société qui est celui de l'anthroposophie, qui est la tripartition sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la tripartition sociale ? Alors, quand les anthroposophes le présentent, ce projet de tripartition sociale, ils disent, et c'est toute leur rouerie, leur malignité, ils disent « Nous nous référons aux trois valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté dans le domaine de la culture, égalité dans le domaine du droit, fraternité dans le domaine économique. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire liberté dans le domaine de la culture, ça veut dire aucun contrôle. Tout le monde dit ce qu'il veut, comme il veut. Liberté totale. Mais évidemment que ce genre de non-régulation de la parole, y compris au niveau universitaire, ça favorise les gourous qui peuvent du coup dire n'importe quoi, leur parole a la même valeur que quelqu'un d'autre, et il n'y a plus d'autorité scientifique. Égalité dans le domaine du droit, on pourrait se dire c'est très bien, oui, sauf que la tripartition sociale, elle est contre l'idée que le droit soit national. Pour elle, le droit est local. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs avec les monnaies locales ou les juridictions locales qui sont un peu portées par des organismes ou des institutions proches de l'anthroposophie. Par exemple, la Gonette qui est portée par la Nef ou d'autres sur le territoire. Moi, je mettrais ça en lien avec l'idée de déconstruction du droit
au niveau national qui existent dans la tripartition sociale. Et enfin, fraternité au niveau économique, ça veut dire, fraternité, c'est-à-dire nous sommes tous frères, donc nous nous entraidons, mais ça veut dire aussi nous n'avons pas besoin de l'État. L'État ne doit avoir, selon la tripartition sociale de Rudolf Steiner, aucun rôle dans la sphère économique, ce qui équivaut à un ultralibéralisme. C'est pas pour rien que la tripartition sociale était appréciée par les hauts dirigeants de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et après, les hauts dirigeants économiques de l'Allemagne. Je pense sincèrement que cette tripartition sociale, elle ramènerait la vie sociale à quelque chose de communautaire, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Autre chose à dire sur l'anthroposophie ou son fondateur avant de passer aux ramifications du réseau? Quand on lit les écrits de Steiner pendant longtemps, on s'aperçoit que c'était quelqu'un de très manipulateur qui savait dire les choses à demi-mot, notamment à ses adeptes. Il faut dire que ça, peu de gens le savent, les écrits de Steiner, pourquoi ils n'ont pas été dénoncés plus tôt? Pourquoi ce n'est que maintenant, après un siècle, qu'on commence à s'intéresser à ces documents, qu'on commence à les dénoncer, qu'on commence à dire qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces ramifications de l'anthroposophie? C'est tout simplement parce que ces documents, ils ont été tenus secrets ou quasiment secrets pendant presque un siècle. On va rentrer un peu plus dans le concret avec les ramifications du réseau. Il y a bien sûr l'agriculture biodynamique. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? L'agriculture biodynamique, elle se présente comme une agriculture plus biologique que biologique, du plus bio que bio, respectueuse de l'environnement, de la nature, des animaux, etc. Les gens qui disent ça n'ont pas lu, notamment le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, où il pose les fondements de cette agriculture, et n'ont pas examiné de près les préparations, les rituels qui accompagnent cette agriculture. Alors qu'est-ce que c'est cette agriculture? Je vous donne ma définition. C'est une agriculture magico-religieuse, sans fondement scientifique, aucune étude scientifique sérieuse et validée ne démontre une quelconque efficacité de la biodynamie sur l'agriculture biologique. Mais moi je rajouterais, parce que c'est quelque chose qui ne se dit pas fréquemment, que l'agriculture biodynamique, c'est de la sorcellerie. Il faut dire et appeler les choses par leur nom. L'agriculture biodynamique, c'est de la sorcellerie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a utilisation de parties d'animaux morts combinées à des décoctions de plantes, des rituels, etc. Et pourquoi j'appelle ça sorcellerie et pas magie? Parce que on utilise des cadavres d'animaux, des crânes de chat, des vessies de cerf, des mésentères de veau, et que la définition de la sorcellerie, c'est quand on commence à toucher, à utiliser des parties organiques des corps. D'accord. On reviendra plus tard dans la partie, quand on parlera d'écologie, sur l'agriculture biodynamique. En attendant, il y a aussi les écoles Steiner-Waldorf que vous connaissez très bien. Alors les écoles Steiner-Waldorf, c'est un projet ancien de Rudolf Steiner. Il en parle très tôt, en disant avec les écoles Steiner-Waldorf, nous réussirons à faire de l'anthroposophie un grand mouvement. Ce sont ces mots. Hein. D'accord. C'est-à-dire,
que dès le départ, elles étaient pensées non pas comme une pédagogie innovante, mais comme un moyen de répandre l'anthroposophie. Et on a tort de présenter ces écoles comme une pédagogie. Ce n'est pas une pédagogie, comme Freinet ou Montessori ou autres. Ces écoles, elles ont, si on regarde bien ce qui fait leur spécificité, c'est-à-dire les fêtes, essentiellement, qui organisent le cours de l'année. Il y a une fête quasiment toutes les 3 semaines dans les écoles Steiner. Et si on examine bien ce que sont ces fêtes, on voit que ce ne sont pas des fêtes, que ce sont des cérémonies, et que ces cérémonies, elles ont une fonction dans le temps, qui est une fonction religieuse et mystique. L'enfant qui est scolarisé dans une école Steiner-Waldorf, il est inclus dans un processus mystique qui vise à lui faire trouver son propre moi spirituel en quittant sa personnalité ordinaire et en rejoignant le Christ cosmique des anthroposophes. Si je résume ça en quelques mots, c'est ça le but de toutes ces fêtes qui jalonnent le cours de l'année. Il faudrait le montrer en détail, mais ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, ce n'est pas une pédagogie, c'est un processus mystique anthroposophique qu'on fait vivre aux enfants sans le dire aux parents, sans annoncer la couleur, sans être clair sur les objectifs de ces écoles. Ouais, et si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent écouter le podcast Méta de choc avec Grégoire Perra ou acheter son livre qui s'appelle Une vie en anthroposophie, édition La route de la soie. Où vous revenez longuement sur votre passage en tant qu'élève et en tant que professeur. La médecine. La médecine anthroposophique, c'est dans la même idée. C'est une médecine qui se présente comme un élargissement de la médecine conventionnelle et traditionnelle, scientifique. Moi, je pense que ce n'est pas un élargissement, que c'est une médecine qui va en contradiction avec les principes de la scientificité et de la médecine traditionnelle. Il suffit de lire Steiner, qui dit que le gui, par exemple, soigne le cancer parce que c'est une plante animale venue de l'ancienne incarnation de la Terre, l'ancienne Lune, et que cette plante n'étant pas infectée par Lucifer, elle a le pouvoir de guérir le cancer, qui serait une maladie luciférienne. Pour la médecine anthroposophique, qu'est-ce que c'est un cancer ? C'est Lucifer qui fait pousser à l'intérieur de votre corps des organes sensoriels inappropriés. Si vous avez une tumeur, c'est que vous avez une oreille qui pousse à l'intérieur de votre foie ou de vos poumons ou un œil, etc. Bon, ça, si c'est scientifique, je ne sais plus ce que c'est que la science. Donc, il y a des médecins anthroposophes en France. Il y en a beaucoup. Il y a une formation à la médecine anthroposophique à l'université de Strasbourg. Il y a un DU de médecine anthroposophique. Et puis alors, il y en a énormément en Allemagne. En Allemagne, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques. C'est lié aussi aux produits Velleda, qui sont, la firme Velleda est partie prenante de cette médecine anthroposophique. Elle travaille main dans la main avec certains médecins anthroposophes. Tout ça c'est connecté, hein. Toutes ces émanations de l'anthroposophie, les écoles Steiner, la biodynamie, les produits Velleda, la médecine anthroposophique, tout ça, ça s'entremêle, et à certains endroits, une chose n'existe pas sans les autres. Quand on vous entend, ça fait un peu penser à film, en fait. Film hollywoodien, etc. Comment concrètement vous pensez ou vous savez que ça se passe ? Oui, ce qui est très difficile avec l'anthroposophie quand on commence à la découvrir, c'est de ne pas tomber dans le complotisme parce que ça ressemble à un complot. Faut pas penser en termes de complot, faut penser en termes de projet. L'anthroposophie a un projet. Et elle a, pour réaliser ce projet, elle a mis en place une organisation qui va centraliser tous ces différents domaines et les connecter entre eux. C'est
quand on connaît la Société anthroposophique de l'intérieur, moi j'ai été anthroposophe, donc membre de la Société anthroposophique française et universelle, et bien quand on est anthroposophe, on sait que il y a le statut de simple membre, et puis après il y a l'école de sciences de l'esprit. Et l'école de sciences de l'esprit, elle contient encore en son sein, c'est comme une poupée russe en fait, il y a plusieurs choses toujours plus petites au fur et à mesure qu'on va au cœur, mais toujours plus importantes aussi. Eh bien, au sein de l'école de sciences de l'esprit, il y a les sections. Il y a la section pédagogique, il y a la section agricole, il y a la section des belles lettres. Et toutes ces sections, elles ont pour mission de superviser, de diriger les différentes émanations extérieures de l'anthroposophie. La biodynamie est dirigée au niveau mondial par la section agricole du Goetheanum. La pédagogie Steiner-Waldorf est dirigée en réalité par la section pédagogique du Goetheanum. Le but de l'anthroposophie, c'est justement de s'implanter partout où c'est possible, d'anthroposophiser ce qui est anthroposophisable, l'agriculture, mais ça peut être aussi un domaine précis, par exemple la plomberie, par exemple les jouets pour enfants, les crayons de couleur, etc. Ça peut être très précis comme très large. Et le but, c'est de créer une nouvelle civilisation. D'accord. Une civilisation anthroposophique avec tout qui serait anthroposophique. Tout, c'est-à-dire tous les domaines de la vie, tous vos vêtements, votre nourriture, mais aussi vos manières d'être, vos mœurs, vos comportements qui seraient anthroposophisés eux aussi. Donc c'est pas de vendre des crèmes, c'est pas de vendre des crayons à papier, c'est plus grand que ça. Ah, c'est un vrai projet de civilisation. Le but n'est pas seulement mercantile. Bien sûr qu'il y a des enjeux d'argent avec l'anthroposophie, il y a même des enjeux d'argent énormes maintenant. Vous parliez tout à l'heure de la publication dans Le Monde de la série d'articles de cet été. Bon, visiblement, si on cherche un peu derrière, il y a une volonté, il y a des intérêts économiques, il y a une connexion notamment avec la biodynamie. Jérôme Fenoglio du Monde, qui a commandé cette série d'articles, il l'a fait parce que il a un lien avec l'agriculture biodynamique. D'accord. Les vins, etc. Voilà, ça, c'est quelque chose qui brasse beaucoup d'argent. Je dis pas que Jérôme Fenoglio a été payé personnellement ou qu'il y a eu des dessous de table ou une commande payée par les anthroposophes, mais visiblement, il y a des intérêts financiers dans l'histoire. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont très très hauts qui ont un projet. Et après, il y a, je dirais pas les seconds couteaux, mais les chefs d'entreprise, ceux qui travaillent dans les banques, etc., qui eux ont un intérêt financier. Est-ce qu'ils croient, vous pensez, à tout ce que vous racontez depuis tout à l'heure sur l'anthroposophie ? L'anthroposophie, c'est une religion qui a aussi une autre particularité, c'est qu'on n'est pas forcément conscient qu'on y adhère comme on y adhère à une religion. Les gens qui croient à l'anthroposophie ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils sont des croyants anthroposophes. C'est ça d'ailleurs qui rend la chose très difficile à repérer, c'est que, par exemple, je vais prendre un exemple concret, un parent d'une école Steiner-Waldorf, vous allez le voir très vite se mettre à défendre bec et ongle la pédagogie de cette école. Il ne connaît pas l'anthroposophie, rarement. Et pourtant, on voit dans son comportement qu'il défend cette pédagogie comme si c'était autre chose qu'une pédagogie. Comme si c'était en fait quelque chose auquel il croit. Et c'est ça la particularité de l'anthroposophie, c'est que d'abord on n'a pas besoin de connaître l'ensemble de la doctrine pour être anthroposophe. La plupart d'ailleurs des anthroposophes que j'ai connus ne connaissaient pas l'ensemble de cette doctrine. Et de surcroît, on peut être croyant sans le savoir. Ça va juste se repérer au comportement un peu fanatique que les gens vont adopter, par exemple en défendant les écoles Steiner, par exemple en défendant la nef,
par exemple en défendant la biodynamie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la religion, mais inconsciente. Et c'est ce qui donne sa force à ce mouvement, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont devenus des prosélytes de ce mouvement ou d'une des branches de ce mouvement. Par exemple, si on critique devant certaines personnes la biodynamie ou les écoles Steiner-Waldorf, est-ce que les gens peuvent le ressentir personnellement, ils peuvent se sentir attaqués? Oui, très souvent, c'est ce qui se passe. Les anciens élèves, les parents d'élèves, il y a quelque chose de très personnel qui se joue, alors que ça devrait pas être le cas. Une école, c'est juste une école. Une pédagogie, c'est juste une pédagogie. Ça doit être dans le domaine du critiquable. Ça doit être dans le domaine de la possibilité de remise en question. Et très vite, on s'aperçoit que les gens qui adhèrent à ces écoles, qui tournent autour de ce mouvement, ils ne peuvent plus remettre en question ce qui appartient à ce mouvement. C'est pas normal. Alors, malgré qu'elle soit partout et avant ses reportages publiés en Une du Monde au mois de juillet, l'anthroposophie est relativement discrète et peu connue du grand public. Combien de membres en France? Combien d'écoles Steiner-Waldorf en France? Alors oui, il faut se méfier de cette manière de compter parce que il y a les anthroposophes officiels, donc 1500 membres à peu près en France, membres de la Société anthroposophique, une vingtaine d'écoles, mais c'est pas comme ça qu'il faut compter parce que ça touche beaucoup plus de monde. À travers ces écoles ont été touchés un nombre important de la population française, au point que je pense que c'est un mouvement qui a la capacité de peser sur les élections. Par exemple, on va avoir les élections présidentielles dans quelques temps. C'est un mouvement qui a la capacité de peser sur la vie démocratique française. De quelle manière? S'il y a un mot d'ordre qui part de la Société anthroposophique en France contre tel ou tel candidat, c'est déjà arrivé, par exemple en 2007 avec Ségolène Royal qui avait diligenté des inspections contre les écoles Steiner-Waldorf. Il y a eu un mot d'ordre venu de la Fédération des écoles Steiner, diffusé par les professeurs dans les écoles Steiner-Waldorf, disant il faut faire barrage à Ségolène Royal, il ne faut pas qu'elle passe. Elle a fait inspecter nos écoles, il ne faut pas qu'elle passe. Et ça s'est pas dit tel que je vous le dis là, mais les pédagogues des écoles Steiner-Waldorf l'ont fait comprendre aux parents. Donc vous étiez professeur à l'époque? J'étais à l'intérieur à l'époque, donc c'est pour ça que je me permets d'en témoigner. Et oui, on a fait passer le message comme quoi, voilà, il valait mieux éviter que Ségolène Royal ne soit élue, et que c'était François Bayrou qui avait la préférence de la fédération. Pourquoi lui? Parce qu'il y avait dans son projet quelque chose de très libéral au niveau pédagogique. Les écoles Steiner-Waldorf, elles ont des relais au niveau national, mais aussi au niveau européen. Notamment dans la constitution de 2005, le projet de constitution rejeté par référendum par la France, il y avait un projet de libéralisation totale de la pédagogie et de l'éducation. Pour lequel les anthroposophes avaient beaucoup poussé. Moi, j'étais anthroposophe à l'époque et je me souviens des personnes qui étaient en lien avec ce qui se passait au Parlement européen et qui me disaient cette constitution, il faut vraiment qu'elle soit votée parce que on a réussi à faire passer des paragraphes qui vont nous permettre de développer la pédagogie Steiner-Waldorf un peu partout en libéralisant l'enseignement. Donc ça a été un échec pour eux quand les Français ont dit non à la Constitution européenne. C'est une force politique, l'anthroposophie, mais qui ne s'affiche pas comme telle, qui est insidieuse, qui fait passer les choses discrètement, mais qui a quand même un pouvoir sur la vie sociale et politique du pays. Pour moi, l'exemple le plus emblématique, c'était Françoise Nyssen, mais c'était avant que j'apprenne ce que vous venez de me dire. Donc c'est une ancienne ministre de la Culture et anthroposophe avouée.
Est-ce Non, qu'il faut... pas avoué. C'est jamais avoué. C'est pas clair. Elle est proche des anthroposophes. Elle se dit non anthroposophe. Elle dit D'accord. elle dit même je ne connais pas la doctrine. C'est prodigieux. Hein. Et pourtant, effectivement, elle a monté une école Steiner-Waldorf. Qui n'est pas vraie non plus, si j'ai bien compris. Elle dit que c'est pas une école Steiner-Waldorf, alors que ça a été. Elle a fait diriger son école par le délégué général de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, qu'il y avait des cérémonies comme la spirale de l'Avent organisées dans son école. Enfin, s'il y a bien une cérémonie Steiner-Waldorf anthroposophique, c'est la spirale de l'Avent. C'est vraiment la rencontre des enfants avec le Christ cosmique. Donc non, elle ne dit pas qu'elle est anthroposophe, et je pense que dans une certaine mesure, elle est sincère. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'anthroposophie est une religion dont on n'a pas forcément conscience qu'on y adhère. Est-ce qu'elle est arrivée, selon vous, à ce poste parce qu'elle était anthroposophe, ou non, juste par hasard? Je pense qu'elle est arrivée à ce poste pas par hasard, mais parce qu'elle appartient, au-delà de l'anthroposophie, à cette mouvance un peu de la spiritualité, du New Age, dont elle fait la promotion à travers sa maison d'édition. Elle fait la promotion de l'anthroposophie, mais pas seulement, de la biodynamie, mais pas seulement. Et que, oui, c'est quelque chose qui plaît en ce moment aux élites, ce mélange spiritualité, New Age, développement personnel. Enfin, c'est vraiment dans l'air du temps. Et il y a, à mon sens, après j'ai pas de preuves, et puis j'ai pas lu de choses suffisamment probantes sur le sujet, mais enfin la dimension spirituelle dans la Macronie n'est pas absente. D'accord. Vous voulez développer ou... J'en sais pas plus, donc je peux pas développer plus que ça, mais je parlais de la sensibilité de certaines élites politiques à la dimension spirituelle, au fait que pour eux, la politique et la dimension spirituelle doivent pas être déconnectées l'une de l'autre. Je comprends qu'on ait pu être sensible à ce que tentait de promouvoir Françoise Nyssen à travers sa maison d'édition Actes Sud, parce que c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on devrait s'inquiéter en France, selon vous? Je crois que la série d'articles publiés dans Le Monde, elle vient de révéler tout simplement le pouvoir de l'anthroposophie. Ils ont quand même le pouvoir de faire paraître c'est phénoménal, une dérive sectaire reconnue comme telle par la Miviludes, l'organisme de surveillance des mouvements à caractère sectaire en France, réussit à faire publier une série de 5 articles plus que complaisants dans le premier quotidien national français. C'est très inquiétant. Avec des journalistes qui ont au minimum mal fait leur travail, au pire ont fait preuve de connexion et de complaisance d'une nature peu déontologique. La vaccination, c'est aussi un grand thème de l'anthroposophie. Est-ce que vous pensez qu'elle a une influence sur des parents qui ne voudraient pas vacciner ses enfants sur les premiers vaccins, d'une part, et puis bien sûr sur ce vaccin du Covid? Alors, dans la doctrine anthroposophique, il y a vraiment une opposition farouche au vaccin. Ça, il faut le savoir, même si les anthroposophes disent parfois le contraire à travers de leurs institutions officielles. Dans la doctrine anthroposophique, c'est sans ambiguïté. Steiner est contre les vaccins. Pour eux, les vaccins vont nous faire perdre nos âmes. Et c'est même pas seulement qu'il est contre les vaccins, c'est qu'il est pour les épidémies. C'est phénoménal, hein, mais quand on lit bien les textes, là aussi c'est clair. Les maladies sont pas une mauvaise chose pour l'anthroposophie, et les épidémies ne sont pas non plus une mauvaise chose. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle La ville des prodiges, d'un auteur sud-américain, qui parle des épidémies à Barcelone il y a 2 siècles.
Et il raconte comment la ville était secouée par des vagues successives d'épidémies, et qu'à chaque épidémie, en fait, il y avait des discours de charlatans ou de prophètes de l'apocalypse qui fleurissaient. Et moi, ça m'a fait comprendre, mais en fait, les situations épidémiques favorisent les discours sectaires. Pourquoi l'anthroposophie est-elle favorable aux épidémies ? C'est une folie. Enfin, quand on sait les ravages que font les épidémies, on pourrait se dire mais quelle mouche les a piqués. Surtout à l'époque de Steiner-Waldorf. C'était la grippe espagnole un peu avant sa mort. Donc, Oui, les épidémies de rougeole aussi, enfin, ça faisait des ravages. Comment peut-il y avoir dans cette doctrine des paragraphes entiers en faveur des épidémies ? Je m'explique ça par le fait qu'en fait, une situation épidémique, comme ce sont des situations où la peur domine, où du coup on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment se protéger, ça favorise l'adhésion à des thèses apocalyptiques, conspirationnistes, délirantes, etc. Et le mouvement anthroposophique a effectivement tout intérêt, même si c'est cynique, à ce que les épidémies se répandent un peu partout dans le monde. Avec cette épidémie, crise économique, les catastrophes naturelles aussi qui se multiplient, est-ce que vous pensez que ça fait un terreau fertile pour les sectes d'une part et surtout pour l'anthroposophie ? Toute situation pour laquelle on n'a pas encore une explication scientifique favorise ces mouvements, c'est certain. D'accord. Si je repense à comment s'est passé le premier confinement, la découverte du Covid-19 et le fait que aussitôt il y a eu un médecin anthroposophe, le docteur Kovan, qui a émis l'hypothèse que le coronavirus venait de la 5G. Et sa vidéo est devenue virale sur YouTube, plus d'1 million de vues avant que ça soit retiré, puis elle circule encore. Quand je repense à ça, je me dis mais on était dans une situation qui correspond très 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 bien à ce que souhaite l'anthroposophie pour se diffuser. Quelque chose de nouveau dont on n'a pas l'explication, on tâtonne, on croyait encore à ce que disait le professeur Raoult, on cherchait... certaines personnes étaient prêtes à croire à des explications surnaturelles, divines, téléologiques ou ce genre de choses. C'est parfait pour l'anthroposophie, ce terreau. Donc on va passer à l'écologie. On va commencer par l'histoire. L'anthroposophie est impliquée dans l'écologie depuis sa création. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière... Je pense pas que l'anthroposophie soit partie prenante de la création du mouvement écologique. Attention aux mythes que créent les anthroposophes. Les anthroposophes sont très forts pour diffuser des mythes, et comme c'est très dur de vérifier, parfois on se met à y croire. Moi j'ai lu le cours aux agriculteurs, je connais les circonstances de création de l'agriculture biodynamique, et aussi comment s'est répandu ce mouvement. Je ne pense pas que ça a été quelque chose d'important pour la création du mouvement écologique de manière générale. D'ailleurs, j'ai lu des livres, alors je ne me souviens plus de l'auteur, qui parle de la création de l'écologie et qui ne mentionne même pas l'anthroposophie, qui ignore superbement la biodynamie. Et je crois que c'est ça qui doit correspondre à la vérité historique. C'est que au départ, la biodynamie, c'était juste un truc entre anthroposophes, un petit mouvement. Et puis qu'au fur et à mesure qu'ils se sont répandus, ils ont aussi répandu le mythe comme quoi ils avaient été fondateurs de l'écologie. Ce qui n'est pas vrai. Je pense que si on regarde bien la définition même du concept d'écologie et ce qu'est la vision de la nature par l'anthroposophie, c'est pas compatible. Parce que dans l'écologie, si j'ai bien compris, il y a une dimension de compréhension rationnelle de l'interaction des phénomènes naturels entre eux. Dans la biodynamie, dans la conception anthroposophique du monde et de la nature,
il n'y a pas de compréhension rationnelle des phénomènes. Ce sont des entités qui agissent comme elles veulent pour produire les phénomènes naturels. Donc on est dans autre chose. Il y a Pierre Rabhi, il y a René Dumont. Pierre Rabhi, c'est l'écologie biodynamique anthroposophique. René Dumont, c'était l'écologie rationnelle scientifique. Et les deux ne se supportaient pas. D'accord. Voilà, si on cherche des figures historiques parlantes, on a cette opposition René Dumont, Pierre Rabhi. Alors, comment expliquer que l'anthroposophie se soit emparée, donc a posteriori, de l'écologie? Parce qu'elle a la capacité de se répandre, de diffuser des mythes, de s'insinuer partout. Est-ce qu'elle s'en est emparée ? C'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'elle s'en soit encore complètement emparée. Elle s'y est répandue, elle s'y est diffusée. Dans les partis politiques favorables à l'écologie, il y a des anthroposophes ou des gens favorables à l'anthroposophie. Je pense qu'en France, il y a encore la possibilité de séparer les deux. D'accord, mais pas en Allemagne? En Allemagne, il me semble que c'est plus dur. Parce que dans les membres fondateurs des Grüne, des Verts en Allemagne, il y a des anthroposophes. Donc, à partir du moment où c'est présent dans l'acte fondateur, ça devient plus compliqué. Alors justement, parlons-en. Que dire de l'écologie politique en Allemagne? Donc vous venez de le dire, c'est un anthroposophe qui aurait fondé... Des anthroposophes. Des anthroposophes qui auraient fondé le parti Die Grüne, donc l'équivalent des Verts. Pas seul. Ils y étaient présents parmi les membres fondateurs, mais il n'y avait pas que eux dans cette fondation, et heureusement, ce qui ouvre une possibilité aussi pour que ce mouvement, le mouvement écologique allemand, se purge s'émancipe. ou s'émancipe de cette anthroposophie. Donc pourquoi à la base les anthroposophes étaient intéressés par la création de ce parti? Ah, bonne question. Qui rejoint un petit peu ce qui se passe dans les écoles Steiner. Pourquoi dans les écoles Steiner, un truc qui plaît, qui marche, il n'y a pas beaucoup de choses qui marchent dans les écoles Steiner, au fond, quand on regarde bien. Mais une des choses qui répond à quelque chose, qui répond à un besoin, me semble-t-il, c'est le contact avec la nature. Sauf que dans ce contact avec la nature, les pédagogues Steiner-Waldorf, ils vont glisser leur mythologie, ils vont glisser leurs croyances. Mais peu importe, il y a quelque chose dans le fait d'être en contact avec la nature, d'être en contact sensible avec la nature, qui est présent dans l'anthroposophie. Alors cette sensibilité à la nature, le problème c'est que l'anthroposophie, elle l'oriente, elle la dirige, elle la conditionne. C'est pas une vraie sensibilité à la nature. Quand vous êtes anthroposophe, vous n'êtes que faussement sensible à la nature. C'est-à-dire, vous vous mettez en contact avec la nature, vous ouvrez votre sensibilité à celle-ci, mais c'est pour y projeter vos gnomes, vos sylphes, vos ondines, vos forces cosmiques, etc. En fait, la nature, vous la voyez pas vraiment. Vous lui ouvrez votre sensibilité, et aussitôt vous projetez sur elle tout un tas de fantasmes de Rudolf Steiner. Ce qu'il faudrait, c'est une sensibilité à la nature sans tout ce processus de projection, c'est-à-dire sans l'anthroposophie. Je pense que ça, oui, c'est quelque chose qui a du sens, parce qu'on est des homo sapiens et que nous sommes des êtres en interaction sensible avec notre environnement, que c'est normal que les enfants et les adultes que nous sommes avons besoin de ça. Est-ce qu'il faut transformer ça en religion ? Est-ce qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit pensé comme une limite absolue ? Je ne crois pas non plus.
Moi, je suis pour le fait d'aller dans l'espace. Et du coup, on va connaître d'autres natures, d'autres conditions naturelles, d'autres pesanteurs, ce qui veut dire que notre sensibilité va être à ces phénomènes-là va être complètement différente de ce qu'on connaît sur Terre, qui n'est donc pas un absolu. Je rêve de récits, par exemple, où des poètes s'émerveilleront du désert, des couleurs du désert martien, ou des lacs de Titane, de je ne sais plus quel satellite de Saturne. Oui, notre sensibilité à la nature est importante, mais pourquoi la penser définitivement limitée par nos conditions terrestres? Et pourquoi la circonscrire dans un fatras de croyances qui ne nous disent rien en fait sur la nature? Donc quel était le projet de ces anthroposophes à la base? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce que c'était toujours le même dessin Avec les Die Grüne? Le projet des anthroposophes, c'est l'anthropomorphisme. C'est voir la nature comme si c'était un prolongement de l'être humain. C'est-à-dire, oui, comme s'il n'y avait plus de frontières entre l'intérieur, la sensibilité intérieure, et l'extérieur, c'est-à-dire le monde, la nature. C'est ce que refusent les anthroposophes, c'est la coupure sujet, moi, objet, le monde, la nature. Et ce qui donne la force de la pédagogie Steiner-Waldorf, c'est que quand vous anthropomorphisez tout, vous vous intéressez à tout. Si une colline devient un prolongement de vous-même, si un arbre devient une espèce d'homme inversé avec ses racines qui sont comme un cerveau qui s'enfonce dans la terre et ses branches et ses feuilles qui sont comme des pieds qui volent vers le ciel, comme le pensent les anthroposophes, évidemment que ça vous intéresse de voir la nature, le monde avec ces yeux-là. Donc les Verts, les écologistes, c'est ce qui correspond mieux enfin en tout cas c'est la porte d'entrée la plus adéquate pour les anthroposophies dans la politique. Oui, il s'agit des partis, et les partis écologiques vont être les plus sensibles et les plus perméables à l'anthroposophie. Mais c'est juste... en fait, il faut penser en termes de degré de perméabilité. Il ne faut pas penser en termes de porte d'entrée. Tous les partis sont perméables, plus ou moins, à l'anthroposophie. Ouais. Et tous les partis peuvent aussi se défendre de cette pénétration de l'anthroposophie. Oui, parce que on pointe souvent du doigt donc par exemple Europe Écologie Les Verts en France. Vous avez parlé de personnes qui étaient anthroposophes ou qui soutenaient. Mais il y avait aussi Nyssen qui était avec la République en marche. Les anthroposophes sont très actifs dans la France insoumise, qui contient aussi un volet écologique et local. Il y a eu des ministres de droite aussi favorables à l'anthroposophie aux écoles Steiner-Waldorf. Il y a eu des ministres socialistes et non des moindres qui ont favorisé les écoles Steiner-Waldorf. Jack Lang, par exemple. Tous les partis politiques peuvent être perméables à ça, même les communistes. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un article du journal Libé qui faisait la promotion de Rudolf Steiner, pas Libé, pardon, l'Humanité, qui faisait la promotion de Rudolf Steiner en disant qu'il avait vu juste sur la vache folle. D'accord. Dans un journal communiste, quoi, faut le faire. Non, c'est juste que, en fait, ni les partis ni les gens ne se renseignent suffisamment. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de personnes ou d'articles qui assimilaient anthroposophie, nazisme et écologie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus ? Alors ça, c'est les travaux universitaires d'une des personnes qui connaît le mieux l'anthroposophie au monde, c'est Peter Staudenmayer, qui a montré qu'effectivement, au départ,
le terreau de l'anthroposophie et le terreau du nazisme était le même. C'était le mouvement folkish, et que ces deux mouvements ne se sont pas du tout combattus. Ils ont même été plutôt frères au départ, concurrents, mais frères. Et que la séparation, s'il y a eu séparation, les écoles Steiner n'ont été interdites que très tardivement par le régime nazi, pas parce qu'elles y voyaient un ennemi, mais plutôt un concurrent. Oui, le propre de l'anthroposophie, c'est d'être opportuniste. C'est-à-dire qu'elle n'a d'autre but qu'elle-même. Les nazis ont très très vite compris ça. Ils ont compris que cet allié, c'était pas vraiment un allié, parce qu'en fait, l'anthroposophie ne servait qu'elle-même. Elle avait son propre projet de société, sa propre vision des choses, et qu'au fond, comme elle le fait pour tous les partis politiques ou tous les autres mouvements, elle se sert d'eux pour atteindre son but. C'est comme quelqu'un un être humain qui dans la vie n'aurait pas vraiment d'amis, mais profiterait de tous ceux qu'il rencontre pour atteindre ses propres objectifs. Un peu ça l'anthroposophie. Et l'ami qui écouterait le plus, ce serait peut-être l'ami écolo. C'est le plus naïf. C'est celui qui croit que l'anthroposophie est son ami. Et je pense que cette naïveté, elle vient de la question de la sensibilité à la nature. C'est pour ça qu'il faut vraiment pointer, c'est un peu précis et pointu philosophiquement, et je m'en excuse, mais je crois qu'il faut pointer ça. Oui, c'est un besoin profond que nous avons tous, en tant qu'être humain, d'ouvrir notre sensibilité à la nature. Cette sensibilité à la nature ne doit pas être un horizon indépassable, et il n'est pas nécessaire de la charger de croyances pour l'activer. Nous pouvons être sensibles à la nature, à la beauté d'un paysage, à la poésie d'un désert, d'un lac, sans nécessairement avoir besoin d'y projeter quelque chose de religieux. Sans y voir plus que ce que c'est vraiment. Oui, ça devrait nous suffire. Le réel devrait nous suffire. Il n'y a pas besoin d'enchanter le réel pour que celui-ci soit beau. C'est tout le courant philosophique actuel porté par Michel Macéfoli qui s'appelle le réenchantement du monde. Nous aurions besoin de réenchanter le monde et du coup les croyances seraient nécessaires. Le mot enchantement veut dire ce qu'il veut dire. Il y a la magie dans enchantement, il y a religion dans enchantement. Non, nous n'avons pas besoin de réenchanter le monde pour que celui-ci soit beau, pour que notre sensibilité vibre, résonne au contact de celui-ci. Reconnaissons ça comme un besoin humain, mais pas comme un besoin humain indépassable, et pas nécessairement connecté à une dimension religieuse. Et là, on arrivera à dépasser l'anthroposophie. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes anthroposophes ou avec des liens plus ou moins étroits chez les Verts. Est-ce que vous avez des noms Il y a Michel Rivasi, ça c'est clair. Michel Rivasi qui a participé à des colloques sur la médecine anthroposophique. D'accord. Bon, voilà, elle a beau dire que elle n'est pas anthroposophe ou qu'elle se démarque de l'anthroposophie, n'empêche que participer à des colloques de médecine anthroposophique, ça veut dire qu'elle est très 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 proche de ce mouvement, voire qu'elle adhère à ses idées, ou en tout cas certaines de ses idées. Bon, et après il y a d'autres dirigeants politiques des Verts qui font la promotion soit de la biodynamie, mais sans trop savoir ce que c'est. Je pense que c'est plus par ignorance. On a eu Yannick Jadot, par exemple, qui a dit que la biodynamie était une bonne chose, etc. Est-ce que c'est ce qu'il dit ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il est mal conseillé ?
Est-ce qu'il est mal renseigné? La plupart des gens qui font la promotion de la biodynamie sont mal renseignés. On va accorder ce crédit-là. Après, il y a le problème des gens qui sont mal renseignés et qui veulent le rester. Ouais. Moi, je pense par exemple à Cyril Dion, qui, quand on lui pose la question de son lien avec la biodynamie, l'anthroposophie, la nef, etc., dit ah bah oui, je suis pas anthroposophe, mais enfin c'est vrai que je suis en étroite relation avec ces gens-là, et puis bah, je vais me renseigner, puis 2 ans plus tard, je vais me renseigner. Bon, il veut pas se renseigner. C'est quand même embêtant que la personne qui a dirigé la Convention nationale sur le climat soit si peu désireux de se renseigner sur la vraie nature de la biodynamie, de l'anthroposophie, des écoles Steiner-Waldorf, dont il fait directement ou indirectement la promotion dans ses films ou dans ses discours. C'est très problématique, c'est quand même un personnage de premier plan dans la politique française. Tu es aussi directeur des Colibris, qui a été fondé par Pierre Rabhi, c'est ça? Alors il l'est plus, mais il a été cofondateur des Colibris, où il y a un mouvement où l'anthroposophie a été très présente au départ en tout cas. Et beaucoup de gens ont été convertis à l'anthroposophie à travers les Colibris, oui. Donc, sur l'agriculture biodynamique, on en a parlé tout à l'heure, ça se veut plus bio que bio, et il y a aussi aucune recherche qui prouve que ça marche. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça voudrait dire ça marche. Qu'est-ce que ça a des vertus pour le corps, pour l'esprit? Qu'est-ce qu'on vend? Les anthroposophes, ils essaient toujours de dire l'anthroposophie prouve son efficacité par ses réalisations pratiques, mais tout en restant très vague. C'est quoi prouver que ça marche? Les écoles Steiner, ça marcherait. La biodynamie, ça marcherait sans trop qu'on sache pourquoi. C'est une bonne question. Hein. Ça veut dire quoi ça marche? Alors là, dans le monde, ça marche, ça voulait dire où il y aurait une meilleure... une étude de l'INRA qui aurait prouvé, en fait c'est pas vrai, c'est pas encore prouvé du tout, voire ça sera pas prouvé du tout, qu'il y a un meilleur développement des champignons dans les sols cultivés en biodynamie. Que les vins biodynamiques auraient un meilleur arôme, une meilleure saveur, mais bon... Qu'est-ce que dit un anthroposophe quand il dit les produits biodynamiques sont meilleurs? Il dit ils sont beaucoup plus chargés de forces cosmiques. Bon, bah les forces cosmiques, par exemple dans je sais plus quel fruit, il y a les forces de Jupiter. Quand on mange des prunes, on mange un peu de Saturne. Bon, bah moi je trouve que la présence quantitative de Saturne dans les prunes, je pense que ça va être du mal à déterminer scientifiquement. Alors, on peut pas parler de la biodynamie sans parler de Déméter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une marque de produits qui cultive, qui récolte, enfin qui produit les aliments qu'elle vend cultivés en biodynamie avec les cahiers des charges de la biodynamie. C'est dirigé par des gens qui sont des anthroposophes et voilà, c'est une des entreprises anthroposophiques mais ouvertement liées à l'anthroposophie. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a peu de temps. Comme Velleda est ouvertement et dans ses statuts et dans l'organigramme de son fonctionnement lié à l'anthroposophie, jusqu'à des dividendes qu'elle donne au Goetheanum, à la Société anthroposophique universelle. Enfin, voilà, là il y a pas trop d'ambiguïté. C'est pas le même fonctionnement chez Déméter, mais c'est quelque chose de similaire. Côté alimentation, on parle souvent de la Biocoop, car notamment elle vend des produits biodynamiques et elle vend des crèmes Velleda. Est-ce qu'on sait
que Biocoop est sous influence ou est anthroposophe, ou alors est-ce que Biocoop je sais pas, a fait une recherche de marché et a conclu que ses clients qui achetaient bio achetaient déjà ce genre de produit, et donc en fait ça resterait du business. Quel est votre avis? À mon avis, c'est un peu plus que du business. C'est vrai que, par exemple, les supermarchés Leclerc vont faire la promotion de la biodynamie. Carrefour l'a fait à un moment donné, parce que Carrefour a eu un directeur commercial qui était parent d'élève d'une école Steiner-Waldorf et donc très proche de l'anthroposophie. Oui, bien sûr, il n'y a pas que Biocoop qui favorise la biodynamie et pour des raisons où à chaque fois il faut regarder précisément, est-ce que la personne qui fait ça, elle est au courant de ce qu'est l'anthroposophie, ou est-ce qu'elle fait ça par effet de mode. À chaque fois c'est à examiner. Moi, ce que j'ai pu voir quand même, c'est que les Biocoop vendent un journal, enfin distribuent un journal qui s'appelle Biocontact, que dans Biocontact il y a très souvent eu des articles apologétiques sur la pédagogie Steiner-Waldorf. Voilà, donc c'est oui, ça pourrait être de nouveau les consommateurs qui achètent du bio, qui sont sensibles à ce genre de magazine et juste faire du business. Oui, mais je pense que il y a une volonté derrière. Enfin, après, il faut voir la teneur de ces articles. Ils vont loin, ils vont plus loin que on va pas trouver dans les rayons où il y a de la biodynamie chez Leclerc ou chez Carrefour, on va pas trouver des articles sur encensant la pédagogie Steiner-Waldorf. Donc les personnes qui font ça, elles sont au courant en fait. Et bon, les Biocoop, ils sont financés par la NEF. Très souvent, pas toujours, mais très souvent. Et les Biocoop font la promotion de choses en rapport avec l'anthroposophie. Pour moi, il y a une complicité qui est un petit peu plus active que dans les autres grandes enseignes. Sur le secteur bancaire, il y a beaucoup de gens qui se demandent quelle est la banque la plus éthique, quelle est la banque la plus respectueuse de l'environnement, car on sait que nos banques françaises systémiques financent massivement les énergies fossiles. Du coup, certains proposaient de se tourner vers la NEF. Donc la NEF, qui est une banque, vous pourrez nous le confirmer ou pas, anthroposophe. En revanche, elle ne se réclame pas anthroposophe sur son site internet. Elle a été fondée par des personnes qui s'inspiraient de Rudolf Steiner. Elle dit que depuis, la majorité des sociétaires qui l'ont rejoint n'ont rien à voir avec l'anthroposophie. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, j'ai vu comment fonctionnent les organismes liés à l'anthroposophie, puis qui s'en seraient détachés. J'ai toujours vu que même sans lien officiel ni à la doctrine anthroposophique, ni à la société anthroposophique, ni il y avait toujours un cordon ombilical quelque part qui n'était pas complètement coupé. Moi, j'ai lu les discours des dirigeants de la NEF, même il y a quelques années, Jean-Marc Debonny qui parlait de la tripartition sociale dans ses discours, tout en disant je suis pas anthroposophe. S'il est pas anthroposophe, il est pas loin de l'être, quoi. Quelqu'un qui fait la promotion de la tripartition sociale, je vois pas comment il serait pas un petit peu anthroposophe. Bon, il a été remplacé par un autre qui va être peut-être encore un petit peu plus discret. Moi, j'y croirais à cette distance de la NEF à l'anthroposophie quand la NEF aura condamné officiellement, clairement, la doctrine anthroposophique, les émanations de l'anthroposophie, quand elle cessera de subventionner des écoles Steiner-Waldorf, de subventionner des projets liés de près ou de loin à l'anthroposophie. Alors là, oui, j'y croirais. Pour le moment, j'y crois pas. Difficile de trouver une banque éthique. En tout cas, on la trouvera pas à travers la NEF, parce que l'anthroposophie, c'est pas quelque chose d'éthique, ni de moral, ni de respectueux de la dignité humaine, ni de respectueux de la dignité de l'animal non plus. Parce que la biodynamie, non, je suis désolé, se servir de crâne de chat pour faire de la sorcellerie, c'est pas respectueux de l'animal. Il faut voir parfois comment sont traités les animaux dans des fermes biodynamiques. Il y a dans l'anthroposophie quelque chose qui anesthésie vis-à-vis de la douleur d'autrui, qui est anesthésie vis-à-vis de la douleur de l'autre être humain, qui est anesthésie aussi vis-à-vis de la douleur chez l'animal. Moi, j'ai vu des choses où franchement,
je trouvais que l'animal n'était pas respecté en biodynamie. Si on cherche une banque vraiment éthique, non, pour moi, on va pas la trouver chez la nef. L'anthroposophie n'est pas éthique. L'anthroposophie ne respecte pas ni l'être humain, ni l'animal, ni au fond la nature. De manière générale, c'est pas parce qu'on s'extasie de manière croyante et passive vis-à-vis d'un paysage ou qu'on respecte la nature. Je crois pas. Je crois que pour respecter vraiment la nature, faut être actif et rationnel. L'anthroposophie ne rend ni actif ni rationnel, elle rend passif et délirant. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des personnalités françaises écolo anthroposophes dont on n'aurait pas parlé? Oui, certainement, mais ça me vient pas en tête. Antoine Wechter, quand même, il est plus actif actuellement, mais il a été important dans l'écologie en France. Antoine Wechter, il a préfacé un livre qui s'appelle Éduquer vers la liberté, qui était un livre d'apologie de la pédagogie Steiner-Waldorf. Et quand on préface un livre pareil et quand on voit son contenu, ça veut dire qu'on connaît l'anthroposophie. J'avais noté Dominique Bourg. Ah oui, pardon, oui, tout à fait. Oui, Dominique Bourg, il est proche de l'anthroposophie, il connaît certaines de ses thèses. Après, il essaie de s'en démarquer, parfois oui, parfois non. Tous ces gens, plus ou moins proches de l'anthroposophie, sont d'accord sur une chose essentielle, ils veulent une société où la croyance reste présente, pour des raisons qui leur appartiennent. Je pense que pour eux, aucune société ne peut tenir sans croyance. Et où la science ne soit pas quelque chose de prédominant. Je crois que c'est ça, au fond, qui donne à l'anthroposophie sa capacité de se trouver des alliés, de fédérer. C'est cette idée que moi je pense fausse, ou en tout cas dépassable, cette idée que la vie sociale et l'être humain ne pourraient pas se passer de croyances. D'accord. Est-ce que c'est le cas aussi de Pablo Servigne, Nicolas Hulot? Nicolas Hulot, il a des liens avec Pierre Rabhi, des liens étroits. Dans quelle mesure et jusqu'à quel point est-il anthroposophe? Ça, c'est toujours une question qui est difficile à déterminer parce que les gens ne s'expriment pas sur ce sujet. Même quand ils le sont, ils ne disent pas qu'ils le sont. Quand ils ne le sont qu'à moitié, ils ne savent pas jusqu'à quel point ils le sont eux-mêmes. Et parfois, ils le sont sans le savoir. Donc, c'est très difficile de dire, et je pense que c'est pas légitime d'ailleurs non plus, de dire telle personne est anthroposophe. On peut dire il est plus ou moins proche de l'anthroposophie. On peut ajouter que peut-être il ne le sait pas lui-même, encore que par contre les gens qu'on fréquente, on les connaît, quoi. Ça demande pas une introspection. Pablo Servigne, oui, il a des liens de proximité avec certaines personnes proches de l'anthroposophie et on trouve des choses dans ses discours qui sont pas loin de l'anthroposophie parfois. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces gens-là en sont conscients. J'ai pas les moyens de le savoir parce que dans l'anthroposophie, il y a un processus de dissimulation. Donc moi je veux pas coller une étiquette en disant cette personne est anthroposophe, dans le sens où cette étiquette voudrait dire il est anthroposophe, il sait qu'il l'est et il l'assume. Non, la plupart des gens sont plus ou moins anthroposophes, ne le savent pas et ne pourraient pas l'assumer. C'est toute la difficulté. Ou toute la force de l'anthroposophie. Oui. Merci Grégoire Perra. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.